On a intitulé cette réunion « Où va la France insoumise ?» mais au risque de vous décevoir, je ne pourrai pas apporter une réponse catégorique à cette question. L'avenir de l'AFI dépendra de nombreux facteurs, dont un certain nombre ne nous sont pas connus. Cependant, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, c'est anticiper sur les évolutions les plus probables, au moins dans leurs grandes lignes, sur les scénarios les possibles, de façon à intervenir dans ce processus et faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Mais pour discuter de l'avenir de la France insoumise, il faut commencer par évoquer son passé, et notamment la séquence 2016-2017, c'est-à-dire la période de l'ascension et du succès de la France insoumise, qui s'est soldée, comme vous le savez, avec 20% des voix à la présidentielle. Et il faut essayer de comprendre, c'est le point de départ, bien comprendre les causes fondamentales du succès de la France insoumise à l'époque. Pour nous, marxistes, c'est très clair. Ces causes fondamentales sont les mêmes qui ont déterminé le succès de Podemos en Espagne, de Syriza en Grèce, de Sanders aux États-Unis, du PTB en Belgique, j'en oublie, Corbyn en Grande-Bretagne, à savoir, premièrement, la profonde crise du capitalisme, qui a éclaté en 2008, qui s'est poursuivie pendant des années jusqu'à la nouvelle crise qui commence aujourd'hui. Mais à vrai dire, la crise de 2008 ne s'était jamais vraiment refermée. On était dans une situation de stagnation, de contre-réforme, de régression sociale, de chômage de masse et de politique d'austérité systématique. Et c'est ce choc économique et social qui a commencé en 2008, même si, à vrai dire, avant 2008, les choses n'étaient pas terribles. C'est ça qui a provoqué une radicalisation, une polarisation et la recherche dans la masse de la population, dans la masse de la classe ouvrière et de la jeunesse, d'une alternative à ce système. Le deuxième facteur qui a déterminé le succès de l'AFI, comme de toutes les organisations que j'ai citées en Espagne, en Angleterre et ailleurs, c'est le rejet massif dans la population des partis, de droite ou de gauche, qui avaient soutenu ou mené des politiques d'austérité au cours de la dernière période. À commencer, bien sûr, par les partis sociodémocrates. C'est donc un phénomène international auquel on a affaire. Ce n'est pas un phénomène spécifiquement français. Le succès de la France insoumise ne doit pas être analysé en termes exclusivement nationaux. Ce serait une erreur. C'est un phénomène international, déterminé par des processus internationaux, une crise mondiale du système capitaliste. Mais il est vrai que la France a donné à ce processus une illustration particulièrement claire et flagrante. Comment les choses se sont passées pour schématiser? En 2012, le Parti socialiste remporte une victoire à la présidentielle face à Sarkozy en annonçant du changement. Vous vous souvenez, le changement, c'est maintenant, notre ennemi, c'est la finance, etc. Au lieu de changement, on a eu la poursuite de la politique menée par Sarkozy et puis avant lui par Chirac, politique d'austérité, de coupe budgétaire, de fermeture de lits dans les hôpitaux, notamment, entre autres, de toutes sortes de coupes budgétaires. Le tout a culminé en 2016 par ce qui était la plus violente attaque contre le Code du travail depuis des décennies, la loi El Khomri. Et vous vous souvenez que la loi El Khomri a suscité dans la rue une opposition massive, majeure, le phénomène des nuits debout qui a émergé à Paris, mais même dans d'autres villes, dans un certain nombre de villes de province, des mobilisations de masse, et en face, le gouvernement socialiste, dirigé avec comme Premier ministre Manuel Valls à l'époque, qui répondait à l'opposition massive dans la rue par des coups de matraque, des gaz lacrymogènes et une répression, même à la fin du mouvement, une interdiction de facto de manifester librement. Dans les circonstances d'un gouvernement socialiste, dirigé par le PS, qui, au lieu de mener une politique progressiste,
mène une politique réactionnaire, et même, à la fin, encore plus réactionnaire que les gouvernements de droite précédents, ou tout aussi réactionnaire avec la loi El Khomri. Il était évident, il n'y avait pas besoin d'être grand clerc pour deviner que le Parti socialiste ne pourrait pas être, en 2017, le véhicule de la radicalisation politique d'une fraction croissante de la jeunesse et de la classe ouvrière. Il ne pouvait pas être la solution puisqu'il était perçu, et il était effectivement, pour ce qui est de la direction du PS, partie prenante du problème. Et donc, il était évident que s'ouvrait sur la gauche du Parti socialiste un espace politique qui pouvait être occupé par une force de gauche plus à gauche que le Parti socialiste, et que se présentait la possibilité donc de l'émergence d'une nouvelle force sur la gauche du Parti socialiste, à deux conditions. Que cette force de gauche rompe nettement avec le Parti socialiste. C'était pas possible de se présenter à la présidentielle de 2017 en disant, je parle de la France insoumise, en disant nous candidatons pour l'élection présidentielle, mais notre projet, c'est de nous réunir ensuite avec le Parti socialiste et de faire un gouvernement de coalition avec le Parti socialiste. Ça, c'est l'approche du Parti communiste. Et d'ailleurs, le lien organique de l'appareil du Parti communiste avec le Parti socialiste est ce qui a plombé le Parti communiste à terme. La France insoumise, à l'inverse, a rompu avec le Parti socialiste et a dit très clairement et très justement, l'enjeu n'est pas de constituer un futur gouvernement de gauche pluriel avec le PS, l'enjeu est de passer devant le PS et de gouverner, de diriger le prochain gouvernement. Donc, nette rupture avec le Parti socialiste, au moment où le Parti socialiste était détesté dans une fraction croissante de la population. Première condition, donc, réalisée par la France insoumise. La deuxième condition, c'était de défendre un programme suffisamment radical pour donner une expression à la colère, à la frustration, à l'opposition en général aux politiques d'austérité qui s'étaient développées dans la population. C'est aussi ce qu'a fait la France insoumise en 2016 et 2017. Alors bien sûr, d'un point de vue marxiste, le programme de la France insoumise est un programme réformiste. Ce qu'on entend par là, c'est que ce n'est pas un programme de rupture avec le système capitaliste. Si on regarde par exemple le nombre de nationalisations prévues dans le document L'avenir en commun. Vous avez la nationalisation de certaines banques, on ne sait pas combien, des autoroutes et du secteur énergétique. Quelqu'un me dira si je me trompe, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres nationalisations prévues dans l'avenir en commun. Autrement dit, l'ensemble du programme L'avenir en commun se déploie dans le cadre de la propriété privée des grands moyens de production, c'est-à-dire dans le cadre du capitalisme. C'est, selon nous, marxistes, la principale faiblesse de ce programme, la principale fragilité. Cependant, c'est une chose la façon dont les marxistes comprennent et analysent un programme. Autre chose est comment la masse de la population le perçoit et y réagit. Ce sont deux choses différentes et les marxistes doivent en avoir conscience s'ils veulent s'orienter correctement. Parce que malgré ses faiblesses et ses limites réformistes, le programme de la France insoumise a été perçu par des millions de jeunes et de travailleurs comme un programme de rupture avec les politiques d'austérité, comme un programme de progrès social et même dans une certaine mesure, dans un programme de rupture avec le statu quo, l'ordre politique, l'ordre établi. Des formules du style révolution citoyenne, par exemple, les discours de Mélenchon en général, ces citations de la révolution russe, c'est la tonalité révolutionnaire ou quasi révolutionnaire de ces discours pendant la campagne électorale donnait à des millions de personnes le sentiment que ce n'était pas juste un programme de réforme, de petites réformes dans le cadre du capitalisme, mais un programme radical, un programme de rupture. Et donc, c'est ça qui a déterminé, selon nous, le succès de l'AFI en 2016 et 2017. Et c'est, selon nous, une leçon très importante pour la suite, pour demain. Parce que pour formuler simplement le bilan de cette période, comme une leçon pour demain, je dirais la chose suivante. Plus l'AFI, plus la France insoumise se radicalisera, autrement dit, plus elle tournera vers la gauche, plus elle développera son assise, son influence dans la masse de la population.
À l'inverse, plus la France insoumise modère son programme, met de l'eau dans son vin, plus elle décroche dans des couches, plusieurs couches de la population. Et ici, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse que j'espère pas trop longue sur la théorie populiste de Mélenchon, même si lui-même n'utilise pas ce terme, mais sur la théorie du peuple, parce que tout ceci est lié. Avant ça, je dirais que nous, j'ai dit que j'ai donné cette formulation, plus la LFI se virerait à gauche, plus elle développera son influence. Malheureusement, ça n'est pas la conclusion qui a été tirée par les dirigeants de la France insoumise. Je dirais même que ils ont tiré les conclusions inverses du revers aux élections européennes de l'an dernier, où ils ont fait 6%, où la FI a fait 6%. Selon nous, ces 6% de la FI aux européennes s'expliquent principalement, pas seulement, mais principalement, par le fait que entre 2017 et les élections européennes de l'an passé, l'orientation du discours et l'orientation générale du discours de la France insoumise s'est modérée. C'était moins radical, c'était moins tranchant. Sur la question européenne, on s'y perdait. Le plan A, le plan B. Finalement, le plan B, on ne sait plus s'il y est, en quoi il consiste. Est-ce qu'on rompt avec l'Union européenne ou est-ce qu'on rompt pas avec l'Union européenne? Le discours avait perdu sa clarté en termes de rupture avec l'ordre établi. Et surtout sa connotation anticapitaliste qu'il avait en 2017. Les dirigeants de la France insoumise ont tiré les conclusions inverses de cet échec aux européennes, en considérant à la limite que leur programme était trop radical. Ils étaient trop en avance sur la masse de la population. Et là, j'ouvre donc cette parenthèse sur la théorie populiste développée par Mélenchon. Encore une fois, il n'utilise pas le terme de populisme, lui. On va dire sa théorie du peuple. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'ère du peuple. Il l'a publié en 2014, dans lequel il explique tout ça très clairement. Au moins, c'est clair. On peut ne pas être d'accord, et on n'est pas d'accord, mais c'est clairement exprimé. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que le peuple pour Mélenchon? Le peuple, c'est tout le monde, sauf l'oligarchie capitaliste. OK, à part les milliardaires qui dirigent le pays. Donc, le peuple, c'est la classe ouvrière plus les classes moyennes. Classe moyenne supérieure comprise. Et le peuple ainsi défini, selon Mélenchon, est, je cite son bouquin, citation, l'acteur politique de notre temps qui prend la place qu'occupait hier la classe ouvrière révolutionnaire. OK? Donc, classe ouvrière et classe moyenne fusionnées dans le peuple devient l'acteur politique de notre temps qui prend la place qu'occupait hier la classe révolutionnaire, la classe ouvrière révolutionnaire. C'est pas une petite affirmation. Mélenchon poursuit, la lutte du peuple remplace donc la lutte des classes et l'enjeu politique central devient l'unité du peuple. Tout ceci peut vous paraître abstrait, vous pouvez vous demander pourquoi je me suis lancé dans ces raisonnements. En réalité, ça a des conséquences politiques très sérieuses et très concrètes. En effet, au nom de l'unité politique du peuple, au nom de l'unité politique donc des salariés et des classes moyennes, Mélenchon nous dit la FI doit défendre un programme compatible avec la conscience politique à la fois de la classe ouvrière et des classes moyennes. Et il utilise souvent ce terme, il dit qu'il faut faire la jonction des deux classes. Le rôle de la France insoumise est de avoir un discours et un programme qui fasse la jonction entre la classe ouvrière et les classes moyennes. Traduction, un programme pas trop radical de façon à ne pas effrayer les classes moyennes. Ceci n'a rien de très original. Si vous lisez la littérature politique, la littérature marxiste des années 30, par exemple, ou même après, vous trouverez que les réformistes ont toujours eu ce même raisonnement. Mélenchon l'enrobe d'une nouvelle théorie, mais c'est toujours le même raisonnement qui consiste à dire on voudrait bien être révolutionnaire, simplement si on est trop révolutionnaire et trop radical, on va effrayer les classes moyennes et on sera minoritaire dans le pays et ça marchera pas parce qu'il faut gagner les classes moyennes avec nous. Ceci est en contradiction complète avec la dynamique réelle de la lutte des classes sous le capitalisme. Quelle est cette dynamique? Premièrement, non, le peuple n'a pas pris la place de la classe ouvrière, c'est-à-dire du salariat. Le salariat reste la classe révolutionnaire par excellence et elle jouera un rôle dirigeant dans le processus révolutionnaire, de la révolution socialiste.
Les marxistes ne disent pas ça comme ça pour se faire plaisir. Le rôle central du salariat dans la vie politique et sociale découle de son rôle central dominant dans l'appareil productif. Rien ne tourne dans la société sans l'aimable permission de la classe ouvrière. Pas une roue ne tourne et pas une lumière ne brille, comme on le dit souvent. On l'a vu encore avec la crise actuelle. Sans la classe ouvrière, la société aurait été dans une belle panade ces 3 derniers mois. La position de la classe ouvrière, du salariat, si vous préférez, dans l'appareil productif, dans le système économique, lui donne un pouvoir potentiel absolument colossal. La deuxième caractéristique que Marx relevait du salariat, c'est que c'est une classe sans propriété. Elle n'a donc pas les préjugés politiques qui sont attachés parfois au fait d'être un petit propriétaire, de défendre sa petite propriété, son petit magasin, son bout de terre, son petit truc. Et donc c'est une classe, conclut Marx, qui est naturellement, spontanément socialiste. Ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps socialiste, mais les idées socialistes trouvent un terreau favorable dans la classe ouvrière du fait de la position économique et sociale de la classe ouvrière. Quant aux classes moyennes, et deuxième erreur de Mélenchon, elles ne sont pas homogènes. Les couches supérieures des classes moyennes tendent vers la bourgeoisie. Les couches inférieures des classes moyennes, c'est-à-dire la masse des classes moyennes, tendent vers le salariat et peuvent être gagnées par un programme très radical à condition que la classe ouvrière elle-même soit en mouvement. Autrement dit, plutôt que d'essayer de faire une jonction à froid artificielle sur un programme modéré entre la classe moyenne et la classe ouvrière, il faut entraîner la classe ouvrière et d'abord ses couches les plus radicalisées dans la lutte, et c'est ça qui scissionne ensuite la classe moyenne et qui entraîne le gros des classes moyennes, de la petite bourgeoisie, des petits propriétaires, de tous ceux qui souffrent de la crise du capitalisme. On le voit très bien aujourd'hui. Qui c'est qui ferme? C'est pas Renault qui va, c'est pas les patrons de Renault qui sont menacés de ruine, c'est pas les banquiers qui sont menacés de ruine aujourd'hui. Qui c'est qui est menacé de ruine aujourd'hui? C'est tous les petits boutiquiers, tous les petits, ceux qui ont des petits magasins, des petits commerces. Eux, ils vont prendre de plein fouet la crise actuelle. Ils sont radicalisés. Ce qui fait que c'est une erreur énorme de s'imaginer que la classe moyenne en général, ce qui déjà n'existe pas, je dis elle est très polarisée, n'est pas radicale. C'est pas vrai. La classe moyenne aujourd'hui, ou en tout cas ses couches inférieures, est de plus en plus ouverte à une rupture avec l'ordre établi et de plus en plus ouverte avec une révolution. On l'a vu même avec le mouvement des Gilets jaunes, dans lequel il y avait beaucoup d'éléments de la petite bourgeoisie, qui étaient très radicaux. Et si bien que je vais conclure sur cette longue parenthèse, mais c'est un point important parce que Mélenchon ne cesse de revenir là-dessus. Il en fait une théorie en permanence. Il alimente constamment ses analyses de cette erreur, je dirais. Mais la conclusion, c'est qu'un programme modéré, avec un programme modéré pour chercher la jonction, on perd sur les deux plans, on perd sur les deux tableaux. On perd la classe ouvrière la plus radicalisée qui dit ce programme est trop modéré, mais on ne gagne pas pour autant la classe moyenne, parce que les couches supérieures voteront à droite de toute manière, et les couches inférieures ne sont pas convaincues, elles cherchent une alternative radicale. Donc, je résume, si la FI veut développer son influence, elle doit virer à gauche et défendre un programme radical anticapitaliste. Si la France insoumise ne vire pas à gauche dans la période qui vient, selon nous, elle ne sera pas en mesure de capter la colère, la frustration qui se développe depuis quelques années et qui va s'accélérer dans la période qui vient. Il faut bien comprendre que ce qu'on a vu, les processus de radicalisation et de polarisation qu'on a vus depuis 2008 vont s'accélérer, vont s'intensifier avec la nouvelle crise qui s'ouvre, la nouvelle récession mondiale qui s'ouvre et qui sera plus profonde que la précédente et qui va pousser des couches croissantes de la population à chercher une alternative radicale, une rupture avec ce système fou qui va mettre des millions de personnes au chômage, alors qu'on a besoin de tout. On a besoin de construire des hôpitaux, on a besoin de construire des écoles, on a besoin de construire plein de choses, mais vous allez avoir, le patronat va faire travailler 40, 45 heures ceux qui auront toujours un emploi, et vous aurez 6 ou 7 millions de chômeurs. C'est un système de fou, et beaucoup de gens vont penser ça. Et donc, ils chercheront une rupture, une alternative. Et si la France insoumise n'est pas capable de capter cette colère, cette frustration,
cette recherche d'une alternative, alors c'est du côté de l'extrême droite que ça va pencher. Il y a un lien direct, nous l'avons systématiquement expliqué, il y a un lien direct entre les performances politiques respectives de la France insoumise et du Rassemblement national. Non pas, comme le disent les journalistes bourgeois stupides, ou plutôt mal intentionnés, que FI et FN, ce serait la même chose, évidemment, c'est radicalement opposé. Mais il y a un lien politique entre les performances respectives de l'un et de l'autre. L'un progresse au détriment de l'autre. Ni le Rassemblement national, ni la France insoumise ne trouvent leur base électorale massive dans la classe moyenne aisée des grandes villes. Si vous regardez le vote, la sociologie du vote de Mélenchon en 2017, la classe moyenne aisée des grandes villes n'en constitue qu'une toute petite fraction. C'est les jeunes, c'est la classe ouvrière, c'est les pauvres qui ont voté massivement pour Mélenchon en 2017. C'est l'écrasante majorité de son électorat. Et une fraction des classes moyennes, c'est vrai, une petite fraction. Et c'est pareil pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, où est-ce qu'elle trouve son électorat? Une fraction, bien sûr, de la petite bourgeoisie réactionnaire, catholique et tout ce que vous voudrez, mais de plus en plus dans les couches les plus exploitées, les plus opprimées de la population, y compris la classe ouvrière. Ce n'est plus simplement un parti qui a une base électorale dans la petite bourgeoisie, là, le Rassemblement national. Beaucoup de travailleurs, beaucoup de chômeurs, déclassés, ulcérés, opprimés, qui sont tentés par le vote du Front National. Et donc, c'est une course contre la montre, en un sens, entre la France insoumise et le Rassemblement national pour gagner l'adhésion politique de ces couches opprimées et exploitées de la population. Et si ces couches qui cherchent une alternative radicale ne la trouvent pas sur la gauche, du côté de la France insoumise, elles iront la chercher sur la droite, ou plus exactement sur l'extrême droite. Ça, c'est un processus parfaitement clair pour nous et qui est un avertissement pour le mouvement ouvrier en général dans la période qui vient. J'en viens à la question de la stratégie et des alliances électorales. Là aussi, on voit bien, dans ce domaine, comment la direction de la France insoumise a tiré des conclusions, les mauvaises conclusions de son échec relatif aux élections européennes de l'an dernier. Je vous rappelle, en 2016 et 2017, l'une des clés du succès de la France insoumise, c'était une rupture nette avec la social-démocratie, de facto avec les Verts, mais surtout avec le Parti socialiste. C'était un élément central. Aux élections municipales, la France insoumise a voulu enjamber ces élections, quasiment disparaître de la circulation, mais sous couvert de listes citoyennes, s'est trouvée engagée dans des alliances, un coup avec le Parti socialiste, un coup avec les Verts, un coup avec le Parti communiste, de façon incompréhensible, chaotique. Alors, ça n'aura peut-être pas un impact très négatif, parce que dans les faits, ces élections municipales, comme on l'a vu, elles ont été perturbées par la crise sanitaire, et puis qu'en réalité, la France insoumise, elle a disparu derrière des logos de listes citoyennes. Mais ce qu'on a relevé, Révolution, et ce à quoi on s'est opposé, c'est à nouveau cette stratégie d'alliance sans principe avec des forces politiques qui sont discréditées. Les alliances avec le Parti socialiste ne peuvent avoir que des conséquences, que des effets contre-productifs pour la France insoumise. Pour une raison bien simple, le Parti socialiste est détesté, discrédité dans les couches les plus conscientes, les plus militantes, les plus radicalisées de la jeunesse et de la classe ouvrière. Oui ou non? C'est une évidence. Je me souviens sur les manifestations contre la loi El Khomri, on criait pas « tout le monde déteste la police », les gens criaient « tout le monde déteste le PS ». Je n'avais jamais entendu ça en 20 ans de ma vie militante sur une manifestation de masse. Et c'était pas trois gauchistes qui criaient ça, c'était vraiment les gens n'en pouvaient plus du PS. Et on l'a vu avec les 6% de Hamon en 2017. Quel intérêt y a-t-il de renouer avec le Parti socialiste, même pour des alliances locales?
bien sûr, je ne parle pas d'un petit village, je parle de grandes et moyennes villes, ça n'a pas de sens. Les Verts, même chose. Là, c'est pas simplement les alliances qui ont été passées au municipal. Le problème, c'est les déclarations successives et confuses de Mélenchon et puis de Ruffin et d'autres sur la possibilité d'une alliance avec les Verts parce qu'on verra peut-être un gouvernement commun, je ne sais pas quoi. Ceci est complètement contre-productif. D'une part, les Verts sont pas aimés dans la couche la plus consciente et la plus radicale de la classe ouvrière. Pour les mêmes raisons que le Parti socialiste, n'oublions pas que les Verts avaient 2 ministres au gouvernement de François Hollande. Ils étaient partie prenante de ce gouvernement. Ils sont notoirement réformistes, opportunistes, arrivistes. Ils sont pourvoyeurs de bureaucrates pour la droite depuis je ne sais combien de temps. Vous avez les 2 Rugy, je ne sais plus qui. Il y en a 4 ou 5, Cohn-Bendit, qui sont partis carrément de l'autre côté du côté de la droite. Et par conséquent, les Verts, les alliances avec les Verts ne sont pas un bon plan. On nous répondra oui, mais les Verts ont fait un très bon score aux élections européennes. Ils ont fait je ne sais plus combien, 13, 14, 15% aux élections européennes. D'accord, et beaucoup de jeunes ont voté pour les Verts. Mais les jeunes qui ont voté pour les Verts n'ont pas voté pour la partie des Verts. Les gens qui ont voté pour les Verts aux européennes, ils ont voté pour le climat, ils ont voté pour sauver la planète, ils ont voté pour envoyer un message à toute la classe politique pour dire occupez-vous de ce problème, occupez-vous du réchauffement climatique. Et les Verts auraient fait moins de voix si la France insoumise avait un programme plus radical aux élections européennes. Les Verts, en l'absence d'une alternative radicale, beaucoup de jeunes se sont dit bon, on va envoyer un message pour la planète, pour le climat. Mais ils n'ont pas adhéré aux Verts, ils n'ont pas adhéré au programme politique et à la direction des Verts. Le rôle de la France insoumise face aux Verts, c'est pas de discuter d'alliances, d'ouvrir des alliances avec ce parti, qui est aussi réactionnaire que le Parti socialiste dans sa direction, aussi réformiste, aussi gagné aux idées du capitalisme, mais c'est d'expliquer fermement, mais patiemment, le caractère pro-capitaliste, entièrement pro-capitaliste des Verts, de ce parti, du Parti Vert, et par conséquent, du fait que l'ambition officielle des Verts, c'est-à-dire en finir avec la crise écologique, est impossible sur la base du programme même des Verts. Ils auraient dû, au lieu de proposer des alliances, insister, la France insoumise, sur la planification écologique. Planification. Dès que vous prononcez le mot planification, Yannick Jadot, il a un arrêt cardiaque. Surtout pas. Il faut laisser l'économie de marché, les merveilles de l'économie de marché faire leur travail. Chaque fois que Mélenchon parle de planification, vous avez un dirigeant des Verts qui l'accuse d'être un Brejnev ou un Staline. C'est ça les Verts. C'est ça le niveau politique des Verts. Leur véritable orientation. Il faut attaquer là-dessus. Il faut attaquer au lieu de proposer des alliances. Voilà ce qu'on a expliqué. J'approche de ma conclusion parce qu'il y a beaucoup de monde et je ne veux pas être trop long pour laisser de la place au débat. J'ai dit qu'on ne pouvait pas répondre de façon catégorique à la question « Où va la France insoumise ?» J'ai tenté cependant de démontrer que ça dépendra avant tout de l'orientation, de la direction de la France insoumise vers la gauche ou vers la droite. Qu'est-ce qui en décidera? En partie les événements. Il n'est pas impossible que la gravité de la crise du capitalisme qui s'ouvre radicalise non seulement, ça c'est sûr, la classe ouvrière, la jeunesse, les militants de la France insoumise, mais même que ça remonte jusqu'au sommet de la France insoumise et que des dirigeants en tirent des conclusions radicales. Ce qui est d'ailleurs l'une des qualités parmi ses défauts de Mélenchon, c'est sa capacité à tenir compte des événements parfois. Je prends un exemple, pendant la crise du Covid, il a été le seul dirigeant à mettre sur la table la question du contrôle ouvrier dans les entreprises. C'est-à-dire, les travailleurs doivent se réunir et décider eux-mêmes des modalités de la production. Il ne faut pas laisser ça à la décision des patrons. Donc, il se peut que ça se radicalise au sommet et que ça tourne à gauche au sommet de la France insoumise sous l'impact de la crise et de l'intensification de la lutte des classes. Mais je pose un nouveau problème là. Qui en décide? Qui décide de l'orientation du programme, de la stratégie de la France insoumise? La direction. Qui contrôle la direction? Personne.
Personne, parce que c'est un mouvement et non pas un parti. Et ceci est un problème qu'on a soulevé depuis le début. Il faut que la ligne politique, le programme, l'orientation stratégique de la France insoumise soit décidée collectivement par les militants de la France insoumise. Ceci n'est pas possible avec un mouvement. Ceci n'est possible qu'avec un parti, c'est-à-dire avec une organisation dotée d'adhérents, avec des congrès locaux, des congrès nationaux, des responsables élus et révocables. C'est la raison pour laquelle on insiste sur la nécessité d'un parti, c'est-à-dire de structures démocratiques qui permettent à la direction de la France insoumise d'être responsable devant les adhérents et aux adhérents de pouvoir déterminer la direction et l'orientation de son mouvement. C'est une nécessité démocratique, mais c'est aussi une nécessité politique parce qu'il sera très difficile d'entraîner les dizaines de milliers de militants, les centaines de milliers de militants dont un mouvement comme la France insoumise a besoin, s'il n'y a pas de structure démocratique. Et on sait, c'est un fait, que la France insoumise a perdu beaucoup d'adhérents, ou en tout cas beaucoup de militants, ce n'est pas des adhérents justement, du fait du caractère désorganisé des groupes d'action et que les gens se disent, mais si je suis là que pour coller des affiches et diffuser des tracts et qu'à aucun moment ma voix ne pèse et qu'à aucun moment je peux décider de l'orientation nationale, alors à quoi ça sert? Donc ça, c'est un problème, je ne m'attarde pas, mais c'est un problème important. Si la France insoumise vire à gauche, on pense à révolution qu'elle peut arriver au pouvoir à court terme. Alors se poserait un nouveau problème, et je vais terminer là-dessus. Dans le contexte de profonde crise du capitalisme qui vient de s'ouvrir, il ne sera pas possible d'enrayer la régression sociale, sans même parler d'obtenir de nouveaux droits et de nouvelles conquêtes sociales, sur la base du capitalisme. Un gouvernement de la France insoumise serait du jour au lendemain soumis à une pression absolument colossale de la classe dirigeante, de la classe capitaliste française, qui ne veut pas entendre parler de nouvelles conquêtes sociales et qui a en tête une seule chose, la remise en cause de toutes nos anciennes conquêtes sociales, qui exercera une pression sur la France insoumise sous mille formes, les médias, les campagnes médiatiques, mais aussi sous des formes économiques, grève d'investissement, fuite des capitaux, menaces de fermeture, menaces de provoquer le chômage dans le pays, etc. Face à une telle situation, face à une situation de pression, de chantage, de sabotage économique par la classe dirigeante, un gouvernement de la France insoumise n'aurait que deux possibilités. Soit il abandonne son programme, il cède à la pression, il renonce à son programme de réforme sociale et il applique, bon an, mal an, le programme de la classe dirigeante. Et alors, la France insoumise disparaîtra de la circulation dans la conscience des masses assez vite. Soit, à l'inverse, ce qu'on souhaite, la France insoumise attaquerait, riposterait à la pression de la classe dirigeante en mettant à l'ordre du jour l'expropriation des grandes entreprises de ce pays, les banques, la grande industrie, la grande distribution, pour placer l'économie sous le contrôle de la classe ouvrière et mettre le socialisme à l'ordre du jour. Ça, c'est les perspectives. Et ça vaut pour tout gouvernement de gauche aujourd'hui, tout gouvernement réformiste de gauche. Vous verrez en Espagne, le gouvernement du Parti socialiste et de Podemos, qui s'efforce de se tenir un équilibre entre les classes depuis qu'il est là, qui essaye de satisfaire à la fois les travailleurs et la classe dirigeante. Ils devront choisir. Ils devront choisir dans un sens ou dans l'autre. Et s'ils ne rompent pas avec la bourgeoisie et avec le capitalisme, le gouvernement espagnol devra rompre avec les travailleurs et trahir les travailleurs. C'est ça la perspective en Espagne. Et ce sera ça la perspective de tout gouvernement de gauche qui prend le pouvoir dans le contexte de la profonde crise actuelle du capitalisme. Pour finir, on ne doit pas attendre passivement, nous, de faire l'expérience d'un tel gouvernement de la France insoumise et de voir ce qui se passe. Il faut être des acteurs de ce processus. Il faut construire dès aujourd'hui l'organisation qui défend les idées et le programme que j'ai exposé aujourd'hui pour porter ces idées et ce programme dans l'ensemble du mouvement ouvrier, pas simplement dans la France insoumise, mais dans la gauche en général, dans le mouvement syndical et dans la jeunesse. Et c'est ça que s'efforce de faire révolution. C'est ça que s'efforce de faire la TMI à l'échelle internationale. J'ai terminé.
trovato. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao.